et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission de tous les jours, Marc le Bazar, comme j'aime le dire, une émission à caractère sociopolitique qui vous permet de comprendre la vie nationale sur tous les plans. En tout cas, Marc le Bazar aujourd'hui va petit à petit dans des grandes réflexions liées à la vie politique nationale, ceci simplement parce que nous allons entrer bientôt dans l'année charnière de l'élection présidentielle. Et ceci, d'ailleurs, se constate au niveau des familles politiques, pourquoi pas des partis politiques, qui aujourd'hui se sont mis en musique. Nous suivons partout congrès, conférences de presse, réunions, ainsi de suite. Ceci pour se préparer en conséquent. Responsabilité oblige pour nous d'emmener sur ces plateaux souvent des intellectuels, des politiques, des sensibilités nationales afin d'en parler. Alors il faut dire que récemment, il y a eu la réunion, il y a eu le congrès du rassemblement du RDD. Malheureusement, nous n'avons pas eu des images et celui du mouvement républicain. S'en suivra bien d'autres. Mais la question majeure à laquelle nous allons nous interroger, c'est celle de savoir quelle est la santé de ces partis politiques, parce qu'après tout un mandat, après avoir été témoins de la vie politique nationale, les partis étant des maillons de la démocratie qui font le jeu, bougent actuellement, et nous allons nous interroger pourquoi attendre quelques jours de la présidentielle. Ça, c'est alors que les partis devaient examiner à chaque moment les questions liées à la vie nationale. Et quelle est donc la vitalité, quelle est la santé de ces partis politiques certainement qui vont compétir au regard de tout ce que nous savons de ces partis. Mais nous allons aussi nous appuyer surtout sur la configuration de l'opposition congolaise aujourd'hui qui doit faire le jeu. Alors pour réussir cette entreprise, j'ai invité sur ce plateau 2 universitaires. À ma droite, M. Dubiche Nibourine de Albert. Il est philosophe, il est politiste, il n'est plus à présenter. Bonjour, M. Nibourine. Bonjour, merci. Merci toujours d'accepter notre appel pour édifier notre société. Constant Barapéa, politologue, lui également, il n'est plus à présenter. Bonjour, Constant. Bonjour, mon estimé frère, le temps du temps moderne. Heureux de partager ce plateau avec le docteur Nibourine, avec qui on a passé un bon moment sans pourtant qu'on essaie un peu de partager les agapes intellectuelles. Et je suis très heureux de retrouver des millions de téléspectateurs de DRTV et qui m'ont manqué depuis un moment. Merci de m'avoir invité. On salue en passant l'émir du Sahel qui est rentré au pays. Oui, l'émir du Sahel. Oui. Nous attendons sur ce débat. Permettez-moi, c'est des petits noms, voilà, l'émir du Sahel. Voilà, je disais tantôt que, chers invités, vous vivez au parfum de la République, de la vie politique. Il est de bonne loi pour de réfléchir, de porter un regard sur la vie et la santé des partis politiques aujourd'hui. Ça va maintenant, ça vit, nous suivons partout. Nous avons vu la rencontre le congrès de Gavé. Nous avons vu Tsatima Bella, patron de l'opposition là-dedans. Y a-t-il mariage? Quelle est la configuration de l'opposition? Nous allons penser à Yuki, qui devait jouer le jeu. Nous allons penser à pas mal des partis. Bref, ceci parce qu'il y a un intérêt. Ce sont les partis politiques qui donnent de la pulsion à la démocratie. Vous vivez le Congo. Alors, M. Nibourine, d'une manière globale, quel regard portez-vous sur nos partis politiques? Bien, merci. Bon, il faut d'abord retenir qu'un parti politique est un organe appartenant à une république démocratique à partir duquel cette république, représentée par un certain nombre de compatriotes à l'intérieur d'un parti, recherche, si vous voulez, la résolution d'un certain nombre de questions politiques, économiques, sociales, culturelles et bien d'autres, et à travers le parti ou à travers les partis, arriver à des résolutions qui permettent soit à un gouvernement d'accomplir un programme de société, soit à l'opposition d'éclairer la lanterne du parti ou de la majorité au pouvoir pour mieux accomplir les attentes d'un peuple. Voilà comment, substantiellement, je peux définir ce qu'on entend par un parti politique. Maintenant, quand on dit, c'est quoi aujourd'hui
l'envergure. Voilà. Mais justement, la première fonction des partis politiques, c'est d'étudier la société dans laquelle ils existent. C'est-à-dire la réalité, non pas seulement politique, mais comme je dis tout à l'heure, sociale, économique, culturelle, de les étudier. C'est pourquoi un parti politique est toujours l'allié des cabinets de recherche. Un parti politique est l'allié des cabinets de recherche si, à l'intérieur du parti politique, il n'y a pas des chercheurs compétents à rendre toujours compte des recherches faites par des cabinets, ou faites, j'allais dire, par des cabinets, qui permettent à un pays de s'éclairer sur le niveau de résolution de chaque problème national. En ce moment-là, les partis politiques montent des programmes, sinon des prospectives nécessaires, qui permettent à eux-mêmes, projetant être au pouvoir demain, ou à eux-mêmes étant au pouvoir, de mieux structurer leur programme ou leur action. Voyez. Alors, en ce moment-là, la question que vous posez peut venir. Voilà. Celle de savoir comment se portent les partis politiques au Congo. Mais ils se portent très mal. Ah, ça. Ils se portent très mal. Simplement parce que les partis politiques sont le miroir de la sphère nationale. Or, la sphère nationale est malade. Elle est sérieusement malade. Aucun parti politique ne s'est réuni pour dégager des études, même par intermédiaire, sur la situation congolaise actuelle. Aucun parti politique. Mais je suis quand même surpris que dans une telle atmosphère, nous préparons l'élection de 2016, je crois, plutôt 2000 combien là, 2026. Je suis surpris. Sur la base de quelles données, sur la base de quelle prospective préparons-nous l'élection de 2026? D'abord, une élection, c'est quoi? En avance, je vais terminer. Une élection est toujours précédée par un État. Une élection est toujours précédée par un État général de la nation. Oui. Une élection est toujours précédée par un État général de la nation. Absolument. Il faut que le peuple sache sur quoi se prononcer avant de choisir pour X ou pour Y. Parce que c'est l'État général de la nation qui permet à un peuple de s'avertir sur les grandes options ou, si vous voulez, les grands échecs de la nation. C'est pourquoi il est demandé une dualité conversationnelle entre l'opposition d'un côté et la majorité de l'autre, pour comprendre ce qu'on appelle les axes du vide ou les axes de succès. Voilà. Or, actuellement, dans notre pays, j'ai l'impression que de l'input à l'output, on n'a pas de contenu. De l'input à l'output, on n'a pas de contenu. Donc la chose fonctionne comme si nous étions dans un royaume, dans une monarchie qui n'a pas besoin de s'évaluer. Or, il est question que la nation, dans son ensemble, s'évalue, surtout en ce qui concerne la dualité entre la croissance économique et la croissance démographique, quantifier le nombre de problèmes qui naissent, puis faire en sorte que nous identifions toujours des problèmes nouveaux et penser les résoudre à travers une programmation méthodologique qui permette aux partis politiques de se prononcer sur la manière de les résoudre. Or, cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait, c'est déjà important ce que vous dites, hein. Nous sommes déjà pleins, nous allons revenir. Alors, Conseil Barapéa, vous avez suivi le philosophe politiste présenter ce tableau des partis politiques congolais, et l'opinion s'interroge d'ailleurs, comme il a fait d'ailleurs, pourquoi ces silences, pourquoi ce rebondissement? Qu'est-ce que vous en pensez sur ce que devait être la vie de nos partis politiques, leur action dans la société? Merci, cher frère. Et je vais commencer à répondre à votre question par donner aussi une définition schématique des partis politiques. Alors, les partis politiques s'entendent comme un instrument de conquête, de gestion et de conservation du pouvoir. Voilà. Cette conquête ou cette gestion et cette conservation du pouvoir, ça peut se faire en groupe ou individuellement. Et ceci étant, les partis politiques donc ont un certain nombre de fonctions à assumer qui leur sont dévolues et reconnues. Et c'est à partir de ces éléments qu'on peut appeler les fonctions des partis politiques qu'on saura
si réellement les partis politiques au Congo rentrent dans cette catégorie. Or, le prof tout à l'heure a évoqué un certain nombre de fonctions, mais le plus important, ou la plus importante que j'ai retenue, c'est ce qu'on appelle la fonction programmatique. C'est ça le rôle d'un parti politique, qu'il soit au pouvoir ou à l'opposition. La fonction programmatique voudrait que le parti politique, prenons le cas de celui qui est au pouvoir, puisque le parti politique a pour raison de conserver le pouvoir quand il est là, à partir de ce moment-là, doit avoir une colonne vertébrale programmatique en fonction des besoins de société, en fonction de la vision qu'on a du pays. Ce que le prof a appelé tout à l'heure, par exemple, faire le rapport ou bien le rapport entre la croissance économique et la croissance sociale. Voilà. Ce qu'il appelait la croissance démographique, on reste la croissance sociale. À partir de ce moment-là, le parti dégage les perspectives. Pour les partis de l'opposition, ils ne sont pas épargnés de cette fonction programmatique parce que l'opposition, le parti politique étant en opposition, est prêt à prendre le pouvoir à n'importe quel moment. C'est pourquoi dans la configuration anglo-saxonne, il y a ce qu'on appelle le shadow cabinet. Ça veut dire que le parti politique a un gouvernement, même étant en opposition. Et dans ce gouvernement-là, il a le ministre de la Culture, c'est-à-dire la représentation de tous les ministres. Effectivement. Et il travaille sur toutes les questions économiques, les questions sociales, les questions environnementales, les questions géographiques. Et à partir de ce moment-là, dès qu'un problème se présente, dès qu'il y a faille du côté du gouvernement, et puisqu'on peut arriver au pouvoir à n'importe quel moment, ils appliquent le programme. Ça, c'est le 1. Deuxième chose, les partis politiques ont pour fonction la sélection des élites. Voilà. La sélection du personnel politique qui va aller en compétition avec d'autres agents, c'est-à-dire des partis adverses. La dualité concurrentielle et compétitive entre les partis de l'opposition et les partis de la majorité à l'épreuve des échéances électorales qui peuvent être présidentielles, législatives ou locales. Et à partir de cet instant, les candidats sont présentés comme les produits que le parti en tant qu'entreprise présente aux consommateurs qui sont les électeurs. Et troisième élément, dans tout ça, nous avons aussi la fonction de structuration, de l'encadrement, de la succession de l'opinion. Sur des grandes questions, les partis politiques se prononcent. Voilà. Et les partis participent aussi à la formation de leur personnel. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les fonctions manifestes. Mais à côté de ces fonctions manifestes, les partis ont aussi ce qu'on peut appeler les positions latentes, c'est-à-dire qui viennent en complément. Je vais citer deux pour ne pas être trop long. Oui. Nous avons la fonction de l'intégration sociale. Nous avons, la plus importante d'ailleurs, c'est la fonction tribunicienne. C'est-à-dire ? La fonction tribunicienne a été développée par Georges Lavaux pour dire que le parti politique doit se saisir des désirata des populations, c'est-à-dire se porter la voix des sans-voix. Et là, ces partis-là, on peut les qualifier de populistes. C'est des partis qui s'approprient des problèmes des citoyens et portent ces problèmes en les posant comme les leurs. Si nous regardons donc la configuration et cette énumération, bref, j'aurais pu continuer, ça montre que les partis politiques au Congo ont un sérieux problème. Lequel ? Nous avons vu, il y a une crise qui sévit. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui, à l'exception de l'ARD, qui a fait des propositions de sortie de crise, on n'a pas vu les partis politiques produire les études comme le professeur a dit, et puis structurer l'opinion sur la question. On n'a pas vu. Mais dès lors que la nouvelle saison électorale s'est annoncée, nous voyons que les gens sont allés dans le mercato politique aujourd'hui, qui sévit. On est en plein mercato politique, et vous voyez, tel parti se réunit là-bas, tel parti se réunit là-bas, tel parti se réunit. L'enjeu, c'est l'enjeu électoral. Le temps est donné, oui. L'enjeu électoral. Donc, si on peut parler brièvement, on est tenté de dire que nous avons au Congo des partis politiques électoralistes, dont l'offre politique ne s'arrête qu'au niveau des élections. Et c'est pourquoi je parle toujours de la politique saisonnière. Parce qu'après les élections, on disparaît, et puis on attend à quelques mois de l'élection, on réapparaît.
c'est un peu comme la saison des champignons ou bien la saison des termites. Donc ça vient une fois l'année et puis c'est parti. Je retiens que ça vient une fois l'année, effectivement. Chers téléspectateurs, nous sommes obligés de re-questionner les partis politiques vu le rôle qu'ils ont à jouer dans une république. C'est des principes écrits, étudiés, su de tout le monde. Et on est en train d'examiner la question parce qu'effectivement, nous sommes des observateurs de la société, et du côté de l'opposition et du côté de la majorité. Nous avons constaté l'absence des partis politiques sur des questions purement nationales. Nous avons vu la question des terres ici, même les populations l'ont dit, aucun parti politique n'a statué là-dessus. Cependant, c'est des partis qui comptent sur ce même souverain primaire. Donc les populations se trouvent comme, le souverain primaire se trouve comme abandonné. Vous l'avez souligné. Mais lorsqu'il s'agit, lorsque l'heure électorale a sonné, vous allez vite voir, il y a une certaine réorganisation. Du coup, on repartira vers ce souverain primaire. Nous le faisons simplement pour apporter cette culture, pour dire la vraie, ce que ça devait être. Alors, je reviens sur M. Nibourine. Alors, avant de continuer notre débat, nous allons partir du côté de notre régie, voir le geste qu'a fait la visite, disons, du Conseil national du dialogue au Parti congolais du travail, qui est le parti au pouvoir, pour essayer de voir le sens de la responsabilité et du Parti congolais du travail et certainement de cette institution, de quoi il a s'agit la régie. Sur la table des échanges entre le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, Martin Berry, et le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, la situation générale du pays. Un tour d'horizon avec le secrétaire général du PCT, car tout peut être objet de dialogue. Depuis un certain temps, on ne s'est pas vu. Il fallait bien qu'on échange un peu sur la situation du pays. Voilà. On met sur la situation générale. Vous savez, la politique à un certain niveau, c'est des généralistes. Hein. On parle de ce qui est général. Par exemple, aujourd'hui, il y a le fait que dans le pays, il y a comme une espèce de remue-ménage, n'est-ce pas? Tout le monde dit son opinion, tout le monde réclame, tout le monde conteste, etc. Mais tout ceci demande qu'on y mette de la forme, parce que si on y met de la forme, ça peut aller dans tous les sens. Il se trouve que mes amis du PCT, c'est le parti du gouvernement, si je ne me trompe pas. Ils ont un rôle essentiel à jouer. Donc, causer avec eux fait partie des devoirs que le Conseil national doit accomplir. Après une période bien longue de silence, Martin Berry a franchi donc le seuil du siège national du PCT à l'orée de 2025, année charnière avant 2026, année de la présidentielle. Était-ce juste des échanges fourre-tout? C'est toute la question. La politique saisonnière. Voilà, ça c'est ce qui a été de la rencontre entre le Conseil national du dialogue et du parti au pouvoir. Ceci est important dans la réflexion parce que le Conseil national du dialogue était en tout cas dans un état de latence. Au moment où il y a eu des sérieuses questions de la République, au fondement, nous avons compris que c'était un conseil, une institution créée pour régler les problèmes de la nation, mais nous avons constaté son absence pour toutes ces questions qu'on ne peut pas énumérer ici. C'est bien fait que cette institution rebondisse pour échanger avec le parti au pouvoir, pour essayer de voir tous les problèmes qui minent la société. Nous irons vers cette institution pour en savoir plus. Alors, revenons donc sur... Il y a quelqu'un qui a un mot à dire sur cette rencontre. Bon, oui. Mais pas vraiment. J'ai suivi la rencontre, mais je n'en mesure pas l'objet. Nous sommes dans l'entre-deux élections. Voilà. Il y a un gouvernement en place qui travaille. Et je vois le Conseil national du dialogue chez le PCT. L'objet, c'est quoi? Le PCT, c'est un des partis. Même quand le ministre Mbéry dit, voilà, c'est le parti au pouvoir, nous sommes obligés de venir les voir, l'objet, c'est lequel? Puisque eux, c'est l'institution chargée du dialogue. Bon, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait différent. Bon,
Le Conseil national, en ce moment-là, se charge de quoi pour qu'il rencontre le PCT? Y a-t-il un problème en substance? Je me pose la question. Tout ce que je sais, c'est que si cela est possible dans le cadre de favoriser le dialogue entre tous les partis, certainement, sur la situation du pays, par exemple, certainement, si on considère que le pays est en fragilité, on peut donc penser susciter le génie. Ce génie qui est à l'intérieur des partis politiques, parce que j'ai entendu M. Ibarapéa dire, voilà, il faut pour un parti identifier les forces intellectuelles, les forces de génie qu'il y a à l'intérieur de chaque parti. On considère donc que c'est une évidence. Mais en ce moment-là, le pays étant en fragilité, est-ce que la stratégie, c'est d'aller voir le PCT ou de circuler tous les partis, mais pour déboucher sur quoi? C'est la question. Pour déboucher sur quoi? Maintenant, nous étions sur une question tout à l'heure. Voilà. Il faut bien qu'on ajoute 2-3 éléments. J'ai aimé ce qu'a fait M. Ibarapéa. N'oubliez pas que le parti politique participe à l'édification de ce que l'on appelle l'opinion publique. Exactement. Mais comment? C'est à partir des débats qui se passent et à l'intérieur du parti et à l'extérieur du parti. Et nous le voyons en France. Les partis doivent entretenir les populations. À partir de ce que désigne déjà ou de ce que désigne soit leur profession de foi, soit leur déclaration de principe. Confrontés à la réalité. Les partis se prononcent. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle, le contrôle social. Le contrôle social est un enjeu important au niveau de l'État. C'est le ministère du Plan qui organise le contrôle social. Or, ce n'est pas fait dans ce pays. On devrait comprendre dans ce pays ce que pensent, par exemple, les étudiants au sujet de leur avenir. Et ça devrait être pris en compte par le ministère du Plan. Voyez, que pensent les étudiants? Par exemple, tous ceux qui font leur doctorat au Congo. Que pensent-ils devenir? Et quand vous avez recueilli ça, il revient à l'État, il appartient à l'État de travailler sur les lendemains de tels cadres. Or, ce n'est pas fait. Alors, quand vous avez un contrôle social qui est suffisamment effectué, y compris au niveau des foyers, c'est-à-dire au niveau des familles, un parti politique peut récupérer les résultats du contrôle social et travailler programmatiquement sur cela. Or, ce n'est pas fait. Troisième moment, c'est le moment de ce que l'on appelle l'usage public de la raison. Les partis doivent commencer à croire que les problèmes d'une nation ne sont pas à résoudre à partir du fétichisme. Que les problèmes d'une nation peuvent être résolus par la raison, à partir de la convocation des données scientifiques. Les données économiques pour l'économie, les données culturelles ou par la sociologie, Attendez, monsieur Numéro, ne dites pas ça aux partis, vous pensez que s'il vous plaît. C'est des partis. Mais parce que je vais vous dire une chose. Pourquoi vous craignez de le dire dans ce pays? Nous travaillons dans ce pays, et même nos gouvernements, à partir de l'usage caché de la raison. Vous avez vu ce monsieur qui voit venir le chef de l'État et lui dit « Yanga eloko kakoyo ». Rappelez-vous, Yanga eloko kakoyo, et c'était une antenne. Une antenne, oui. Qu'est-ce que ça veut dire Yanga eloko kakoyo? Mais c'est parce que le vieux sait que c'est devenu une habitude de travailler à partir des réalités, de faire travailler la politique à partir des réalités nocturnes. Vous connaissez cette affaire, je vous informe que Platon a souffert de la gonocoxie, Épicure a souffert de la syphilis. Mais pourquoi? Mais à partir des rapports pairs, des rapports sentimentaux pairs. Et c'est ce qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est la nature humaine. Parce qu'on pense que chez les hommes, il y a des énergies positives et chez les femmes, il y a des énergies négatives. Donc, il faut faire avec les hommes pour trouver les vraies énergies. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais quand vous avez fait ça à un cadre, suivez, s'il vous plaît. Ah non, quand vous avez fait à un cadre qui veut accéder à un poste, subit cela. Les performances ne sont plus son problème. Il considère que pour avoir fait ça, il a atteint ses résultats.
Donc le reste, il peut utiliser l'argent de l'État comme il veut. Il a déjà accompli la tâche exigée. Voilà pourquoi je dis, il faut sortir de là pour baser la chose sur l'usage public de la raison. Baser les nominations sur les compétences. M. Ibarapé a dit ici qu'il revient à un parti, s'il vous plaît, d'identifier les cadres compétents afin de les envoyer aux élections. Voilà. Et même au niveau de la nomination à l'intérieur des institutions, il faut bien identifier les compétences. Voilà. Au lieu de passer par des formules antiques qui n'ont rien à voir avec la compétence. Alors, c'est comme une... Et donc, pour terminer, je dis qu'il faut rationaliser les partis politiques, je l'ai déjà dit ici, et que même le parti au pouvoir devrait avoir la maîtrise de ses cadres. C'est-à-dire connaître les champs de compétences de chaque cadre, de façon qu'on ne se trompe plus pendant les nominations. Mais cependant, vous abordez là une question essentielle. Je vais aller avec conseiller Barapéa. Effectivement, vous avez évoqué longuement cette question. D'abord des cadres. J'ai envie de dire pourquoi tout ce paquet pour les partis politiques. Commençons d'abord, je pense que c'est... On a beaucoup à dire à ce sujet d'ailleurs. Revenons sur la réalité. Pour que le débat ne soit pas trop abstrait. Bon, vous avez évoqué les limites de nos partis, les problèmes de nos partis, ce qui gangrène de nos partis, ce que ça devait être. Mais ça n'y est pas. Et ils sont témoins lorsque nous suivons. Aucun parti n'est lié, il faut dire, à la population. Aucun parti ne joue le jeu de la population. C'est des partis, et Constant a parlé des partis à caractère électoral. Alors, pourquoi d'abord ce caractère? Parce que vous avez défini là les fonctions des partis politiques. Mais la réalité démontre que c'est quand il y a l'élection que les partis montent au créneau. Pourquoi? Alors, on va commencer par là. Il faut dire la chose suivante. Le fonctionnement des partis politiques et le rôle qu'ils peuvent jouer ne sont pas à écarter de la structuration du champ politique au sein duquel ils évoluent. Effectivement. Parce que si vous sortez de cet élément-là, et là, je fais appel donc à l'élément culturel et aux éléments anthropologiques qui caractérisent chaque société. Parce que le parti dirige les humains, c'est-à-dire le parti politique va à la conquête... Laisse-moi venir. Allons droit. Pourquoi les nôtres? Ne prenez pas trop, ça va nous faire bouffer le temps. Là, il nous reste 30 minutes. C'est là le problème avec les universitaires. Si on ne sait pas jouer le temps, on ne va pas aboutir. Alors, pourquoi les nôtres ont du mal à s'adapter à tout ce que vous avez évoqué, à tous les principes d'un parti politique? Voilà pourquoi j'ai parlé de l'environnement. L'environnement politique au Congo n'est pas concurrentiel. L'environnement politique au Congo n'est pas concurrentiel. On est ici dans la logique de la cour. Et vous avez donc le mal dominant. On parle de parti politique. Vous avez donc un mal dominant qui monopolise toutes les chances de puissance et de contrôle de l'espace. À partir de ce moment-là, du contrôle du champ, à partir de ce moment-là, les autres partis qui sont aussi dans l'environnement, qui doivent aussi aller en compétition, connaissant déjà par nature que le champ n'est pas compétitif, ils n'ont pas donc assez de chances de le remporter ou bien de gagner les élections, sont obligés d'aller doucement, allons doucement. Les questions sont pas doucement. En tenant compte de ce qu'ils observent. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient donc jouer dans ce que l'autre appelle les partis du cartel. Là, vous êtes en plein dans votre thèse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En ce moment-là, les partis vont jouer donc quoi? Ils vont jouer les transactions. On devient donc un instrument de transaction. Écoute, Djemaline derrière telle personnalité. À partir de ce moment-là, lorsqu'il y a les élections, il y aura donc distribution des positions de pouvoir. Oui. Vous avez suivi le débat, ça a eu lieu d'ailleurs, entre Yuki et l'UPADES. Oui. La lutte concurrentielle pour l'occupation de la position de chef de file de l'opposition. Oui. Où les gens, les militants de Yuki, ou bien les dirigeants de Yuki, certains j'ai dirigé, j'ai discuté, disaient que le parti dominant, via l'administration, avait fait en sorte de ne pas leur donner la reconnaissance du parti politique, parce qu'on savait que si Yuki avait une reconnaissance officielle en tant que parti politique, l'UPADES ne serait pas
le chef le leader de l'UPADES ne serait pas le chef de file de l'opposition. Donc on rentre dans une logique transactionnelle. Il faut ajouter même dans ce sens un élément, je vous en prie, un élément, toujours de ce côté. Les militants de la base ont du mal à croire, ils ont du mal à réaliser que le chef du fil de l'opposition le devient lors des législatives, alors que celui de Yuki est deuxième à la présidentielle. C'est là tout le problème. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, nous rentrons donc dans la transaction. Et ça annule donc tous les efforts qu'un peut faire. Le professeur a pris un exemple avec l'échange sexuel. En disant que, bon, par exemple, ceci, ça donne ça. Mais sur le champ politique, il y a cela. Et à partir de ce moment, comme les partis se sont livrés, enfin, en quelque sorte, ils se sont dit, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien avoir. À partir de ce moment-là, alignons-nous, rentrons donc dans le cadre transactionnel qui est d'ailleurs propre à tous les partis politiques et à tous les partis politiques au monde. Il y a toujours ce cadre transactionnel. Donc, il y a une résignation de ces partis. La seule chose, c'est de procéder au chantage électoral pendant les élections. On rentre dans le chantage électoral pour pouvoir gagner telle ou telle position et puis négocier avec le leader central. Et cette posture avait été encore accentuée avec la création justement du poste ou bien de la position du chef de file de l'opposition. La position du chef de file de l'opposition a désorienté la compétition politique dans le champ politique. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que, sachant que le tabouret suprême, ils ne peuvent plus occuper, mais on se bat pour occuper le sous-tabouret qui est le chef de file de l'opposition parce que ça offre un certain nombre d'avantages. Ça vous offre une certaine visibilité, ça vous offre un certain nombre de prébendes. Et du coup, la compétition se passe désormais entre les opposants. Chacun va se battre pour avoir autant de députés, plus de députés que l'autre. Et dans cette configuration, tous les coups sont permis. Dans cette configuration, il y a donc ceux de l'opposition qui peuvent être de connivence avec le parti au pouvoir pour écraser l'autre et vice-versa. Monsieur Niburine, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. En tout cas, on peut porter un regard sur la configuration de l'opposition congolaise aujourd'hui. On parle d'opposition, mais il y a toujours problème. Nous avons vu le parti dont il a fait allusion, Yuki, monter au créneau. Nous connaissons la base de Yuki depuis toujours et nous connaissons la santé de Yuki aujourd'hui. Yuki se cherche fragilisé, en tout cas en perte de vitesse, il faut le dire. Yuki s'est tué, on n'écoute pas Yuki, on ne sait pas ce qui se passe. De l'autre côté de Djata, la fragilisation est là avec la naissance d'un courant à son interne. La task force, aujourd'hui, qui a fait éclater presque l'UPADES. Et quand on cite ces deux partis, qui sont les tenants même, les socles de l'opposition, on regarde de l'autre côté le parti d'Angios, le MAR, vous avez le parti de Jean-Jacques Yombi, vous avez d'autres partis qui étaient affiliés à l'opposition congolaise, mais qui, je me souviens bien, aux élections législatives, avaient annoncé leur départ parce que pour eux, il y avait plus de sainteté au sein de l'opposition congolaise. Vous connaissez donc l'opposition congolaise. Arrivent aujourd'hui les Dave Mafoula, les Gavé, qui peuvent vous tenir par exemple les langages pour dire c'est pas une opposition, nous sommes d'une nouvelle opposition qui ont du mal à se faire caser dans cette opposition. Qu'est-ce que vous en dites de cette configuration aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Voilà. La question que vous posez est sérieuse. Hein? Voilà. Elle est sérieuse. Monsieur Ibarra-Peya a commencé à répondre. Mais je voudrais rappeler à M. Ibarra-Peya la théorie de Mendel, la théorie de la singularité oppressive. Nous sommes dans ce cas-là dans ce pays. Voilà. Nous avons un parti dominant. Pourquoi? Mais parce que ce parti a remporté la guerre. Elle n'est pas dominant, plutôt il n'est pas dominant par interaction politique avec les autres partis. Non, parce qu'il a remporté la guerre et parce qu'il est soutenu par la France. Par la France, je dis bien. Alors, c'est le problème de la singularité oppressive. Suivez ce que je veux dire. Or, un tel parti, ne pouvant pas être déboulonné par simple lutte politique, occasionne des faiblesses de résistance politique. C'est-à-dire, vous avez un parti comme l'UPADES qui va se dire, mais puisque nous ne pouvons pas les dominer, ils s'imposeront de toute façon. Ce qu'il faut faire, c'est coopérer. D'où les accords tacites
entre l'UPADS et le PCT. Mais ça, c'est une justification. Ah, mais suivez, il y a Est-ce que... Ouais. Non, allons-y, oui. C'est un débat, c'est pas un exposé. Oui. L'UPADS, oui, nous avons vu l'UPADS monter. Nous avons vu la crise qu'il y a eu au sein de l'UPADS. Hier, Kinoubi Kiambongo était dedans, Madame Mounari était dedans. Nous avons vu toutes ces crises. Mais non. La question du leadership a fait éclater mais pourquoi la question du leadership? Attendez, pourquoi la question du leadership? Mais parce que tous n'étaient pas dans l'esprit des clauses tacites avec le PCT. Vous pensez que c'est le PCT? Suivez. Mais bien sûr, vous allez comprendre. Mais c'est des bonnes guerres. Hein? Suivez, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand le secrétaire général Tati Mabiala se rend compte que la cause démocratique est perdue parce qu'elle ne peut pas se baser sur des justifications. Il ne vous le dira pas. Je ne veux pas vous dire quelque chose. Voilà. C'est que j'ai siégé à l'opposition. Ah, d'accord. J'ai été là depuis le Frocade. Ah, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Donc, le secrétaire général Tati Mabiala s'aperçoit que les jeux sont perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il tombe à ce que proposait déjà Martin Berry à l'époque, de signer ou de remettre en perspective les accords de l'époque avec l'ère d'une et tout ça. Et il signe, mais de manière tacite, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour rien qu'il obtient le poste de responsable opposition. C'est comme ça qu'il Mais parce que les accords tacites existent. Pourquoi Yuki perd? Voilà. Mais parce que justement, Yuki n'est pas dans les accords. Yuki n'est pas sollicité. Il faut tout faire pour mettre Yuki en infériorité. Et donc, quand vous parlez des Gavés et des autres, voilà. Ce que les Gavés disent est tout à fait vrai en ceci. C'est que le jeu politique n'est pas transparent. Voici le problème, monsieur Okilas. Et ça, vous ne l'ignorez pas. Je ne suis pas venu au monde pour dire n'importe quoi. Je ne suis pas non plus venu au monde pour dire les choses par procuration. La vérité est celle-là. Le parti au pouvoir, notamment le président au pouvoir, bénéficie d'un certain nombre de faveurs extérieures. Vous ne pouvez pas le déboulonner. C'était le cas, suivez, je finis mon argument. C'était le cas pour Idriss Déby au Tchad, pour le Camerounais et pour beaucoup de l'OTAN. Et puisque vous êtes en impuissance factuelle vis-à-vis d'un tel pouvoir, vous faites quoi? Soit vous faites ce que dit souvent M. Ibarra Perea, donc vous suscitez des allégeances par vous-même, et c'est ce qui se fait. Mais ceux qui ne peuvent pas, qui ne comprennent pas le secret, jouent le jeu de l'extrémité, notamment les Gavés dont vous parlez, les présidents Miasa et tous les autres. Voyez-vous. Voilà. Maintenant, puisque tous nous recherchons la justice dans le pays, battons-nous pour que, d'un jour au lendemain, qu'on obtienne quelques faveurs de l'histoire. Mais je voulais revenir sur la question avant d'arriver. C'est un peu sérieux ce que vous... Alors, le PCT est posé ici comme un parti dominant. Oui. Non, c'est un mal dominant. Non, je dis un parti dominant. Voilà. Mais à partir de la singularité oppressive. Oui. Mais il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais vous savez que le chef de l'État se démarque des partis politiques par principe. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que dans les faits, il s'est démarqué du PCT? Il est toujours aujourd'hui le président du, comment on appelle ça, du comité central. Donc il ne s'est jamais démarqué du PCT. Mais si vous vous rapprochez du parti, vous allez écouter beaucoup de choses aussi. En tout cas, nous finons. Alors, je m'interroge, est-ce que l'opposition congolaise, non, M. Noubourine, on ne doit pas oublier très vite. Beaucoup de Congolais ont manifesté leurs soucis lorsqu'il y a eu des combats internes au sein de l'UPADS qui étaient normalement l'adversaire naturel du Parti communiste du travail. Mais c'était des combats de leadership, vous l'avez dit. Parce que parti au pouvoir à l'époque qui venait de sortir. Voilà, on sait comment le PCT est arrivé. Je dirais même le pouvoir. Mais le pouvoir avait son parti. Mais on a vu le PCT se réorganiser ici, mais l'UPADS aussi s'est réorganisé. Mais l'absence de l'Issouba a emmené tous ces géants, surtout que vous avez souvent des présidentiables là-dedans. Vous posez là un autre problème. Voilà. Non, je vous présente la fragilité de ce parti. Justement. Mais si nous oublions, c'est comme si aujourd'hui c'est le PCT qui a fragilisé. Est-ce que vous savez que... Les combats étaient... Ah non, le PCT n'a pas directement fragilisé.
Mais la position dominante, je parle de la singularité oppressive, le PCT n'accepte pas, et vous avez suivi le propos du ministre Bruno Itoa la dernière fois. Mais c'est un propos. Suivez. C'est juste un propos. Mais qui traduit une réalité. Non, mais est-ce que qui traduit une réalité sur l'UPADES? Mais non. Mais bien sûr, pas seulement sur l'UPADES, sur l'ensemble des partis. Mais Romy, c'est un bon débat. Est-ce que je peux répondre à tout ce qu'il disait tout à l'heure? C'est un très bon débat. Je comprends la posture. Parce que, je le dis pourquoi. La plupart des partis de l'opposition, lorsque nous les approchons, non, c'est le PCT qui nous a filtré. Est-ce qu'en tant que parti politique, pour des gens qui, attendez, pour des gens qui se sont engagés par vocation... Je ne parle pas de l'infiltration. Voilà. Je parle d'une domination singulière qui est oppressive et qui permet, suivez, quand il y a des élections dans ce pays, suivez, il y a des élections dans ce pays, est-ce que vous trouvez normal que même en France, le parti au pouvoir n'a jamais réalisé de tels scores? À la limite, c'est une domination pour faire disparaître les autres Ça, c'est un autre aspect de choses. Ah non, mais d'abord, il s'agit de ça. Si vous trouvez raison sur cela, alors que les partis de l'opposition prennent la retraite. Parce que nous les voyons en face. Mais c'est des gens qui ont aussi du goût. Quand un leader politique sort, va vers son adversaire... Les partis de l'opposition ne peuvent pas prendre la retraite parce que le but de l'opposition, ce n'est pas aller en guerre contre un autre. Le but de l'opposition... Je vais finir. Vous avez vu la guerre dans Yuki? J'en viens là, j'en viens. Le but de l'opposition, c'est de mettre en lumière un certain nombre de pratiques négatives afin que le peuple soit éclairé sur la réalité inclinée du pouvoir et que le peuple se prononce pendant l'élection suivante. Or, le peuple congolais n'a pas la liberté de se prononcer contre la domination singulière du PCT. Voilà le problème. Ça, c'est des questions maintenant électorales. Nous restons... Non, c'est des faits politiques. Voilà. C'est des faits politiques qui sont même hors idéologie. Voilà. Mais je veux qu'on reste sur... Parce que je vous assure, moi je fréquente les politiques de l'opposition. Ils vous diront toujours, ils ne tiennent pas compte de la désorganisation qu'ils entretiennent dans leur sein, oublions qu'il y a des Congolais qui croient en ces partis. Il y a des Congolais qui croient en l'opposition. Il y a d'autres aspects qui rentrent à l'intérieur, comme les questions de financement. Je vous en prie. La guéguerre au niveau de Yuki est légendaire. Nous avons tout vu. Mais qui a provoqué la guéguerre au sein de Yuki? On dirait que c'est le PCT. Qui a provoqué la guéguerre au sein de Yuki? On dirait que les choses étaient naturellement établies. C'est le PCT. Les choses étaient Yuki naturellement n'était-il pas responsable? C'est ces gens-là. Ont-ils la vocation politique réellement pour se laisser emporter? Alors, bon débat, je disais que voilà. je comprends la posture du professeur ici à côté. Non, comprenez pas sa posture, c'est à vous la question. Non, oh là là. Voilà, c'est à vous la question, allons-y. Par rapport à son analyse, en prenant appui sur ce que vous avez appelé la domination oppressive. Oppressive. Voilà. La singularité oppressive. Très bien. Alors, nous sommes dans le champ politique. La politique, naturellement... 3 minutes. Ouais, mon frère. Allons-y. La politique, naturellement, c'est des rapports de force. Voilà. J'ai défini le parti politique ici comme étant un instrument de conquête, de gestion et de conservation du pouvoir. La politique, c'est pas une fête de Saint-Valentin où les amoureux vont se distribuer les chocolats et les bonbons. En réalité, l'opposition congolaise pêche par une paresse, il y a une résignation pour dire que on prend des facteurs extérieurs, le président qui est soutenu par la France, qui est le mal nécessaire parce que le mal dominant, parce qu'il est soutenu par la France. Mais vous savez que l'extérieur, même le soutien de la France, dépend aussi des rapports de force internes. Je vais prendre des cas simples. Nous avons vu comment Blaise Compaoré était soutenu par la France. Mais la dynamique oppositionnelle interne ont mobilisé, ou bien se sont appuyés sur les mobilisations populaires, jusqu'à ce que Compaoré est parti. Donc, ici, l'opposition, c'est une opposition du ventre, c'est une opposition alimentaire, c'est une opposition transactionnelle. Vous ne pouvez pas vous plaindre du fait que le PCT travaille pour affaiblir l'UPADES ou d'autres partis. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Deuxièmement, nous avons vu Sassou Nguesso opposant dans ce pays. Sassou Nguesso a été opposant. Quand le professeur Pascal Lissouba arrive au pouvoir, après le traitement de leur alliance, Sassou opposant. Comment est-ce qu'il a fait pour inverser le rapport de force? Voilà, c'est ça un parti politique. Voilà pourquoi je disais, doit mobiliser les ressources. Et nous avons deux types de ressources que les partis politiques doivent mobiliser. Donc Sassou Nguesso a inversé les rapports de force.
Et vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais alors, quel est le moyen par lequel Sassou Nguesso a inversé le rapport de force? Je réponds donc. Réponds, allons-y. Un leader politique ou un parti politique a des ressources. Oui. Vous avez deux types de ressources. Oui. Vous avez, donc, trois d'ailleurs, vous avez les ressources de type coercitif, vous avez les ressources de type idéologique, et puis vous avez l'autre catégorie des ressources qui sont peut-être liées aux ressources idéologiques. Et à partir de ce moment-là, le président Sassou... C'est pas les trois ressources que le président Sassou a inversé la donne. Et alors? Ah bon? Bien sûr. Vous êtes sûr de ça? Bien sûr, bien sûr. Bon, Je le démontre. Je le démontre. Les ressources idéologiques, c'est quoi? Vous allez voir que le président Sassou va créer ces alliances qu'il appelait l'UFD. Non, ça, c'est le Sassou opposant. Je parle du Sassou opposant. Je parle de ça pour démontrer que l'argument présenté ici, selon lequel le président Sassou, qui est appuyé par la France et autres, fait en sorte qu'il continue à dominer. Parce qu'en face, l'opposition ne peut pas se voir. La France ne va pas dicter la politique. Ce que je dis, c'est que parce qu'en face, l'opposition s'inscrit dans une paresse, ne veut pas travailler pour trouver des solutions et inverser le rapport de force, comme le président Sassou l'a fait entre 1992 et 2017. L'opposition donne une certaine paresse. Est-ce que c'est pas le fait que, parce que lorsque nous regardons les partis de la majorité aussi, lorsque on parle du PCT, nous oublions les maillons. Mais vous voyez que les maillons ne vivent pas. Les maillons n'ont pas de vitalité. Quand vous écartez le parti de Congolais du Travail, le leader c'est qui? Dans la famille politique de la majorité. Vous écartez le parti Congolais du Travail, franchement, vous n'avez pas de... Il faut le dire. En parlant des politiques tout à l'heure, en parlant des partis politiques. Non, je reviens. Je soulève cela pour donner matière. Voyez-vous. Donc, vous avez de l'autre côté des partis. Comment vous avancez cette raison que c'est des questions de ventre, ainsi de suite? Est-ce que ce n'est pas le fait que la politique au Congo est posée ou saisie comme une profession, hein, et non comme une vocation? Est-ce que c'est pas cela? C'est pourquoi j'ai parlé de positionnement. J'ai parlé du positionnement tout à l'heure. Mais j'ai lié ce positionnement aux questions alimentaires. Parce que, prenez les partis qui se disent de la Comment leader peut vous créer un parti pour dire j'accompagne le chef? Oui, parce qu'un parti politique peut gagner les élections seul ou en compagnie des autres partis politiques. C'est reconnu. Un parti peut être un parti politique, mais pour conquérir le pouvoir, il s'associe avec d'autres partis. Et puis, n'oubliez pas que l'analyse des partis politiques doit tenir compte du champ politique, du champ politique interne, comment il est organisé. Ici, le parti au pouvoir a réussi à orienter la politique vers le ventre. Et c'est ce qui fait que tous les partis de l'opposition, ou même tous les partis qui vont s'allier au mal dominant ou qui sont de l'autre côté de l'opposition, s'inscrivent dans la logique de la mondification. Il faut manger. D'où des questions idéologiques sont secondaires. D'où la vocation même tribunicienne, comme j'ai évoqué, je l'avoue tout à l'heure, sont secondaires. Eux, c'est le fait du chantage politique pour qu'à la fin, il y a distribution des positions de pouvoir. Moi, je gagne ceci parce que je suis allié. Moi, je gagne ceci parce que j'ai fait ça. Exemple, question simple. Comment expliquer que monsieur, le député de monsieur Nsaï Honoré, ou bien monsieur Nekifila, des opposants, qui se retrouvent dans un gouvernement qui n'est ni le gouvernement d'union nationale, ni un gouvernement de coalition. Et ils continuent à se dire qu'ils sont des opposants. C'est parce que tout est basé, le mal dominant a réussi à restructurer le champ politique par rapport à ses aspirations. Une question, le mal dominant, ça veut dire quoi? Pardon? Vous qualifiez le PCD de mal dominant? Non, ce n'est pas une qualification, c'est une expression qui est consacrée en sciences politiques. Ça veut dire quoi? Oui, j'explique. Très important. J'explique. Pour ceux qui nous suivent. J'explique. Il s'agit... Non, attendez, parce qu'il faut faire souvent ça. Ceux qui nous suivent n'ont pas souvent ces connaissances. Et le vocabulaire utilisé ici est universitaire. Nous sommes là dans la science po. Nous sommes dans l'éthique, nous sommes dans la morale. Donc c'est des universitaires qui parlent. Comme vous dites, mal nécessaire, je sais pourquoi. Mal dominant. Le mal dominant. C'est un terme donc, utilisé en sciences po. Voilà qui veut dire. Voilà. Ici, c'est une figure de style. Voilà. Donc une métaphore que l'on prend par rapport, vous avez un cheptel, vous avez un troupeau. Voilà. Dans le troupeau, vous avez un mâle, parmi les mâles, vous avez un mâle dominant qui est le chef qui contrôle l'univers, qui contrôle, comment on peut appeler ça, le champ que vous êtes. Donc il peut y avoir beaucoup de mâles, mais il y a toujours un mâle qui domine sur les autres dans une configuration donnée. Et lorsque nous disons que le PCT
c'est le mal dominant. C'est parce que dans le champ politique congolais, dans l'échiquier politique congolais, c'est le PCT qui est le mal dominant. C'est le PCT qui dicte les règles. Et le PCT a réussi à soumettre les autres partis qui sont obligés soit de lui faire allégeance publiquement, soit de lui faire allégeance par procuration. Monsieur Nibourine, cette fragilité, oui. Il faut qu'on revienne sur ce que je disais. Voilà. Nous sommes dans ce pays... Je vous avais posé une question. Je réponds à cette question. Voilà. Nous sommes dans ce pays où le président Sassou arrive après la guerre. Disons-nous la vérité. Il faut dire revient après la guerre. Revient après la guerre. Parce qu'il était déjà là. Et la réalité militaire. Nous avons organisé... Est-ce que cela empêche les papas Seigneur Jésus. Dites-nous la vérité quand même. Quelle élection est transparente dans ce pays? Dites-moi. Et vous pensez qu'à partir du manque de transparence d'une élection dans un pays, l'opposition ne peut pas être fatiguée. Tout le temps, l'opposition réclame. L'opposition est arrivée jusqu'aux États-Unis et en France. Réclamer, c'est pas ça. Suivez, c'est pas croyable. C'est un débat. Mais vous avez retenu une chose. Vous pouvez le refuser ici, comme vérité. Mais vous savez que c'est la vérité. Les journalistes ne refusent pas. Les élections au Congo n'ont jamais été transparentes. Ça a été démontré. Et comment voulez-vous que l'opposition soit à l'aise dans une telle posture? Mais il doit renverser les choses. Mais suivez. Il doit renverser les choses. Suivez. Voilà. C'est qu'a dit l'autre. Voilà. À propos de Kampaoré. Kampaoré avait perdu une bonne partie de son camp. De son propre camp. Oui. Pourquoi? Mais à partir de la fragilité sociale et économique qui était rentrée dans le pays. Qu'est-ce qui dit que demain, ici, ce ne sera pas la même chose? Attendez donc. Qu'est-ce qui le dit? Et donc la formule que vous proposez pour le Congo, en relation avec le Burkina Faso, peut arriver. Mais ce qu'on dit ici, il faut le comprendre. Tous les cadres de l'opposition que vous voyez ne sont pas rien. Comme le président Sassou n'est pas rien. Nous les connaissons. Suivant. Maintenant, quand vous pointez le PCT est un parti au pouvoir. Mais nous utilise, s'il vous plaît, utilise toutes les forces nécessaires dont le pouvoir est la source pour dominer les autres, il l'a dit. Comme du pas d'association en 92. Comme du pas d'association en 92, c'est la même chose. Justement. Mais quel est ce moment? Mais dans le monde, c'est la réalité dans le monde. Comment le président Sassou a fait pour inverser les rapports de force? Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi ça fait la même chose. Il y a une profondeur là-dedans. Si vous voulez, on va à cette... Non, il nous reste 5 minutes. On va à cette profondeur. Les Congolais connaissent cette vérité. Les Congolais connaissent cette vérité. S'il vous plaît. Les Congolais connaissent cette vérité. S'il vous plaît, les Congolais. On peut aller en profondeur. Oui, allons-y. Si vous le voulez. Oui, je fais. Le président Sassou n'a jamais retourné la tendance au plan pacifique. Je vous en prie. Ça ne s'est jamais fait. Alors, vous savez que non. S'il vous plaît. Attendez, on va gagner le temps. La ministration du champ politique. Vous savez le rôle joué par le président Bongo. Vous connaissez la ministration du champ politique est arrivée comment? Qui a commencé par créer la ministre? Ne détournez pas le débat si c'est. On ne détourne pas. Non. Sinon. Comment les ministres ont été créés dans ce pays? Il nous reste 3 minutes. Vous passionnez le débat, c'est bien, mais travaillez avec le temps. Il nous reste 3 minutes. Allons-y. Voilà. On met de côté cette partie. Ça, je sais que nous avons demandé à ce qu'on suive ce débat. C'est un débat universitaire. Il sait que la vérité se trouve au milieu. Oui, vous savez aussi comment les ministres ont été créés et comment les autres ont inversé le rapport de force. Les Congolais, aucun point de l'histoire du Congo n'échappe au Congolais. Ce que nous disons n'est pas imaginaire, c'est du vécu. Tout le monde est témoin et lorsqu'on écrit l'histoire politique du Congo, nous connaissons les séquences. Les Congos, l'histoire de la politique congolaise, comme toutes les nations évoluent, on donne de si. Mais on a toujours un idéal. Ça c'est connu. Alors, en tout cas, là, nous avons 5 minutes. Non, on me dit 4. Bon, une question essentielle. Je réitère ici, partout où je vais. Bon, vous avez dit, le PCT est soutenu. Partout dans le monde, il y a toujours un parti au pouvoir qui doit bénéficier de tous ces privilèges. Mais est-ce que pour une opposition doit se soir sur son laurier? Connaissons bien ce qui se passe au niveau de l'opposition. Moi, je pratique l'opposition. J'ai vu la réorganisation des partis politiques au Congo après la guerre. Nous avons vu tous les conflits. Sur ces plateaux, nous avons traité. Vous savez bien le dysfonctionnement de l'opposition. Et lui, il a dit quelque chose. Il y a des... C'est-à-dire, en fait, il y a l'opposition dans l'opposition. L'opposition de l'opposition est dans l'opposition. L'opposition de l'opposition n'est pas dans la majorité. L'opposition dans l'opposition. On risque de citer des noms ici. Mais Kinumbi a été chassé de ce parti. Mais c'est Kinumbi qui annonce
qui annonce ce parti après la guerre. C'est lui qui inaugure. Où est-ce qu'il nous met aujourd'hui les téléphones là? Madame Mounari, par exemple, ils sont nombreux, Lengamassa, ainsi de suite. Le parti s'est fragilisé juste pour des questions de leadership. Là encore, il n'y avait pas la question du rapport avec le parti qu'on y travaille. Mais c'est une école. C'est une matière qu'on est en train de donner à la jeunesse, la manière de faire la politique. Aujourd'hui, la démocratie se voulant compétition entre la majorité et le pouvoir, est-ce que le PCT a réellement face de lui un adversaire de taille, un adversaire naturel qui peut compétir? Et là, on dira toujours que c'est le PCT qui fragilise. Regardez Yuki. La scène de Yuki, tout le monde a vu. Le garçon va, c'est des guerres internes, ici sur le plateau. La solution est là. Mais vous voyez bien que l'école de Kolela a donné 3 monstres. Vous avez le MCDD, vous avez ceci, cela. C'est le souci que nous avons au départ. Permettez-moi, j'ai dit, les partis sont les maillons de la démocratie. Tel que ça va là. Que gagne la démocratie congolaise? Monsieur Conseil Barapi, politiquement parlant. Alors, la question qui vous reviendra, c'est celle de voir si nos partis ne sont pas transformés en profession. Voilà. Donc je préfère que vous commenciez avec M. Nibourine. Monsieur Barapi. Bon, allez-y. Alors, moi je voudrais intervenir ici sur le fonctionnement interne des partis politiques. C'est l'enjeu. Oui, les partis de l'opposition. Je n'excuse pas. Les partis de l'opposition dont vous faites allusion. Voilà. Ils ont une responsabilité démocratique. Aujourd'hui, il est naïf de croire que les partis politiques sont un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. Les partis politiques, c'est aussi l'expression de la démocratie, de la compétition. Il y a une compétition interne. Donc, à l'intérieur des partis politiques, ce sont des questions de leadership qui sont liées au positionnement, parce que lorsque vous êtes à la tête d'un parti politique, vous avez un certain nombre d'avantages qui peuvent s'obtenir, soit de manière officielle, qui peuvent aussi s'obtenir par des transactions collusives. Ce qui explique cette bataille, parce que être aujourd'hui le président du Yuki, vous avez quand même derrière vous un capital symbolique. C'est-à-dire vous avez sur vous la figure emblématique du Guy Brice Parfait Kolela qui est là. Et derrière, il y a des retombées. De la même manière, celui qui est à la tête de l'UPADES, lui aussi, il a la figure symbolique du professeur de Souba. Mais pourquoi donc cette question de leadership ne se prononce pas avec vigueur, par exemple, dans les partis qui se trouvent de l'autre côté? Je prends l'exemple de l'UFD. Voilà. Ça n'a pas eu le même impact et puis la même puissance que ce qui se passe à Yuki. Et pour ça, l'UFD a connu des problèmes internes. Il a disparu même. Alors, il y a donc cette question qui est liée au positionnement des uns et des autres. Déjà, nous sommes dans une démocratie à l'agonie. Alors que le parti va à une compétition du pouvoir. Oui, mais la compétition, quand on sait qu'on ne gagne pas, il y a une résignation paresseuse des acteurs oppositionnels qui se sont inscrits dans la logique de la mangeoire. Je vous ai dit tout à l'heure. On sait qu'on ne peut pas gagner l'élection officiellement. Voilà ce qu'on peut faire. Monsieur Nibourine, nous allons chuter par vous. Voilà. Pourquoi ce fait? Bon, il est normal qu'il y ait des luttes de leadership dans un parti. Je vous en prie, donnez-nous une minute là pour chuter. Il est normal qu'il y ait des luttes de leadership dans un parti. Ouais. C'est un parti politique conduit par une idéologie et chacun des acteurs a une compréhension de cette idéologie-là. Ça ne pose aucun problème. De la même façon, les luttes entre partis, ça ne pose aucun problème, c'est la vitalité démocratique, c'est la vitalité politique. Tout le problème, c'est comment à l'intérieur des partis, certains leaders arrivent à accéder au poste. Exact. Voilà le problème. Et c'est ça qui entraîne des refus par les autres. Ce qui fragilise l'UPADES jusqu'à aujourd'hui, c'est ce problème. Au congrès de 2006, Pascal Tsati Mabiala n'est pas naturellement élu secrétaire général du parti. Il y a eu conclave avant qu'on ne vienne annoncer qu'il est secrétaire général du parti. Vous voyez? Donc, il y a des choses pareilles. Nous sommes à la mairie en 2006. Il y a des choses pareilles. Au PCT, c'est pareil aujourd'hui. Mais ce n'est que normal. Nous sommes des humains. C'est normal qu'il y ait quelques flottements pareils. Maintenant, pour l'ensemble des partis politiques en relation avec le pays, l'ensemble des partis politiques devraient se battre. 1, pour comprendre la réalité du pays. 2, pour trouver les modus de sortie qui permettent au parti lui-même de s'afficher devant un peuple et au parti au pouvoir de trouver des solutions aux problèmes du peuple, puisque pour l'instant c'est le parti au pouvoir qui est là. Mais notre manière de venir au pouvoir et notre manière de gagner les élections, aussi longtemps que ces deux manières poseront problème, le peuple ne sera jamais à moitié, le peuple ne sera jamais totalement heureux. Merci. Il y a toujours des problèmes. Merci. Le problème, pour terminer,
Vous voyez que c'était chaud lorsqu'il s'agit de la politique. Désormais, nous sommes ouverts à ce type de débat, ce qui fait école, ce qui transmet la culture démocratique. Les partis politiques sont interpellés, effectivement. Nous attendons sur ce plateau les leaders politiques pour expliquer aux Congolais pourquoi c'est fait. Ils ne parlent jamais. Nous avons fait le débat. Vous écouterez les appels. Obligation est de nos partis politiques, qui sont des maillons de la démocratie, de vitaliser la démocratie, de donner vie à la démocratie. Parce que s'il n'y a pas l'équilibre, on n'a pas de démocratie. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi les opposants pensent qu'il n'y a pas des Congolais qui croient en l'opposition? C'est là tout le problème. Donc, ils doivent percevoir leurs responsabilités. Et chaque fois qu'on dit c'est le PCT qui infiltre, moi j'écoute souvent ça. Pourquoi ils n'infiltrent pas? Aussi longtemps qu'ils vont donner des raisons, mais mieux prendre la retraite politique, donner place à la nouvelle génération qui peut mieux penser. En tout cas, c'est des problématiques que nous sommes en train de poser. Pour terminer, nous tenons ces débats parce que la vie politique voudrait qu'on ne parle pas parfois de ces choses. Malheureusement, vous ne les trouverez pas sur ces plateaux. Nous avons souhaité des face-à-face cette fois-ci, opposition-majorité. Oui. Surtout les partis de la majorité présidentielle, qui se cachent derrière le Parti congolais du travail. Vous voyez comment on fait le débat sur le Parti congolais du travail. Où sont ces leaders? On les veut ici, en face des autres, en face des intellectuels que vous êtes. Qu'on anime le débat comme au Cameroun. Quand j'ai dit ça, je vous dis au revoir. À la prochaine fois. Merci.